Merci d'avoir pris ce rendez-vous de Actu Décalé. Il sonne 8h passé de 58 minutes. Actu Décalé aujourd'hui s'intéresse à l'actualité nationale. Réaction de Hubert Megbedi sur le code électoral, mais aussi on parlera d'autres sujets pêle-mêle. Il est dans ce studio. Hubert Stanislas Megbedi, bonjour. Bonjour, cher ami. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, mais vous n'êtes pas ici à ce titre. Vous êtes là en tant que membre de la direction exécutive nationale de l'UP Le Renouveau. Et je vous ai invité pour que nous puissions parler un peu du code électoral et de tout ce qui entoure l'actualité nationale. Hier donc, les démocrates étaient en conférence de presse, le code électoral décrié et tout a permis quand même que les forces de l'opposition se mettent ensemble. Quel est votre regard sur ce progrès démocratique, si je peux m'exprimer ainsi? Merci beaucoup, je vous remercie du travail que vous faites et je remercie vos téléspectateurs qui vous suivent de partout dans le monde. Je voudrais me féliciter de ce que j'ai vu hier, les partis qui ne se parlaient pas, qui ont pu se réunir parce qu'ils ont senti le besoin de se mettre ensemble, se réunir pour avoir, disons, un front commun, parler d'une même voix et pouvoir dire ce qui ne leur plaît pas dans le nouveau code électoral. Il faut dire donc que le code a pu les réunir. Et c'était l'objectif du code. Ah oui? Oui. C'est faire en sorte que nous puissions nous réunir dans de grands ensembles pour aller aux élections. Qu'ils vous souviennent que aux élections de 2016, nous avions eu 26 candidats. 26 candidats venus de tout le monde entier. C'est une expression de la démocratie qu'on peut accepter, que nous avons eu à faire depuis 1991. Mais après 34 années, nous avons estimé qu'il faille faire autrement. D'accord. Parce que nous avons une population essentiellement analphabète, à plus de 50%, et qui est souvent un peu embrouillée par le système que nous avons mis en place. Et qui croit comprendre le système comme je dois être dans le parti de mon village, le parti de ma région, le parti de mon ethnie, le parti de celui qui me donne l'argent. Et donc les vertus et les valeurs civiques qui fondent l'appartenance à un parti, l'engagement dans un parti, les idéaux et les valeurs, plus rien ne reste aujourd'hui. Or, c'est de ça qu'il a été question à la conférence nationale. Comment rétablir les valeurs? Comment faire en sorte que notre action soit fondée sur des valeurs? Et donc, de plus en plus, depuis la 8e législature, des réflexions sont en cours avec le président actuel pour que cette situation soit un peu corrigée. Afin qu'on n'entre pas dans les partis politiques parce qu'il est dirigé par mon frère, on n'entre pas dans le parti politique parce qu'il est dirigé par mon bailleur. On n'entre pas dans le parti politique parce que c'est le parti de ma région. Mais on entre dans un parti politique parce qu'on a une idéologie, on suit une idée, des valeurs et on a une idéal à partager avec les autres. Ce qui vous impose la discipline, l'engagement, le travail, la réflexion et la prospection en avant pour pouvoir proposer au peuple des plans, des programmes qui puissent lui permettre de voter pour cela et non pour d'autres choses que nous avons suivies. Je crois que c'est une étape de notre vie politique qu'il ne faut pas refuser, balayer du revers de la main, c'est normal. Tous les changements ont leur mélancolie. Mélancolie, comme on le dit. Et donc ceux qui sont attachés à l'ancien système, qui aiment tirer leur épingle du jeu avec un député, 2 députés, 3 maires, 4 maires, quelques élus, qui leur permet de survivre sur le terrain politique et de dire, moi aussi j'existe, mon ethnie existe, sont en train de pleurer. Nous ne pouvons que leur souhaiter de se calmer, de reprendre leur souffle et d'apprendre à travailler avec les autres. Vous êtes aujourd'hui pas capable de lever des députés, ou vous avez levé peu de députés, mettez-vous ensemble avec les autres.
Mais comment voulons-nous construire le pays tout seul, sans travailler avec les autres? Nous devons apprendre déjà dans les partis politiques à travailler avec nos confrères de partout, de toutes les ethnies, de toutes les régions du sud, de l'est à l'ouest. C'est de cela qu'il est question. La construction nationale d'une unité nationale et d'une nation commence par notre engagement national dans les partis politiques, le fait de pouvoir travailler ensemble. Et cela, je pense que c'est l'esprit qui fonde la réforme actuelle pour permettre que, pour obliger, on va dire, parce que c'est par la loi, que les gens puissent se rassembler. Je sais que ça fait mal. Certains disent, pourquoi on va nous demander cela? Mais il y a un moment donné, il faut savoir dire non, pour que nous passions du désordre, de la pagaille, à un peu plus d'ordre, un peu plus de lisibilité et de visibilité pour les populations. Cela était important. Mais à travers ce code, on a vu des partis crier à l'exclusion, même les OSC aussi. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'ils se sont trompés? Non, il n'y a pas d'exclusion. Le code permet que tout le monde puisse aller aux élections. Mais évidemment, il ne faut pas le nier, le code demande quand même, si tu es fort tout seul, tu peux y aller. Si tu te sens fort tout seul. Et là, il faut être vraiment fort. Ah oui, il faut être fort. Si tu crois que tu es fort tout seul, eh bien, tu peux tenter ta chance. Mais si tu n'es pas fort tout seul, le code dit, mets-toi ensemble dans un accord de gouvernance avec les autres. C'est pas sorcier, ça. C'est pas de l'exclusion. On va dire peut-être, ça force à aller avec les autres. Mais ça n'exclut pas. Si vous-même, en évaluant vos forces avant de démarrer, vous vous rendez bien compte que tout seul, vos forces ne vous permettront pas d'y aller, le code vous permet, dans un accord de gouvernance, d'aller avec les autres et de pouvoir y arriver. Alors, où est le problème? Où est l'exclusion? Vous avez commencé par aborder les plus-values de ce code. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voudrez bien aborder qui sont aujourd'hui des plus-values pour le code modifié? Ben, je dois dire que l'opposition dont on a commencé à parler, qui a fait une conférence de presse hier, qui a réussi à se mettre ensemble, tout en dénonçant, a souhaité que la caution soit diminuée. La caution a été réduite de 50%. Elle est passée de 50 millions à 25 millions aujourd'hui. Ça a été toujours une réclamation qu'ils ont eu à faire, ce qui a été le cas aujourd'hui. Le code, dans l'esprit que j'ai évoqué tout à l'heure, d'amener tout le monde ensemble, a décidé que l'ensemble des partis qui vont lever des sièges dans les 24 circonscriptions puissent avoir, on va dire, un double seuil. Le premier seuil est le seuil de 10% qu'on avait déjà traditionnellement sur le plan national. Ce qui vous qualifie au partage des sièges. Mais ensuite, pour avoir les sièges dans les circonscriptions, il faut atteindre un seuil de 20%. Et c'est ce seuil, pour atteindre ce seuil qu'il est permis, il est accordé, parce qu'on sait que ça ne va pas être facile pour tout le monde, y compris pour ceux qui croient qu'ils sont des grands partis. Ça ne va être facile pour personne. Qu'on puisse aller en accord de gouvernance avec d'autres pour pouvoir lever des sièges. De manière à ce que les pourcentages des partis qui sont en accord de gouvernance puissent s'additionner pour atteindre les 20%, de manière à ce qu'ils puissent aller au partage des sièges. Ça aussi, c'est une nouveauté qui n'existait pas dans le code. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est les choses qui sont les plus disputées. Le parrainage. Oui, au niveau du parrainage, le parrainage, effectivement, était de 10%. Et le seuil a été mis à 15% cette fois-ci. Et ce parrainage, il a été ajouté également que ce parrainage va permettre, enfin, on va dire, je ne vais pas parler de moraliser, mais quand même, va nous discipliner un peu plus. Oui. Ce que ça règle, c'est quoi? Ce parrainage dit maintenant que vous ne pouvez pas être de l'opposition, être élu sur un parti d'opposition, et au moment du parrainage, aller vendre votre parrainage à quelqu'un de la mouvance. Et ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas. Et ça, c'est une nouveauté que je pense que l'opposition salue, dans la mesure où ce code permet
de mettre fin au marchandage. Mais l'opposition parle plutôt de jurisprudence en la matière, où le député est un élu du peuple et non d'un parti politique. On verra bien ce que dira la Cour constitutionnelle. Ah oui. Ce n'est pas mon opinion, mais on verra bien. Nous sommes tous soumis à la décision de la Cour. Mais je voudrais dire donc que ce que ça règle qui nous réjouit, c'est cette hantise que l'opposition aurait pu avoir avec 28 députés, qui est le nombre de parrains qu'il faut, que l'un de ces parrains ne lui échappe pas à la veille de l'élection. C'est ça. Avec ce code, on a fermé la porte à cela. C'est ça. Que quelqu'un passe par derrière, que par divers moyens, l'argent, les promesses ou tout autre moyen pour arracher à l'opposition ou arracher à la mouvance un parrain, cela n'est plus possible. Et cela règle d'ailleurs un autre problème. Et apparemment, cela sécurise même les démocrates. Ça sécurise les démocrates. C'est d'abord eux que ça sécurise. Mais je voudrais vous dire, vous savez, on avait une attitude qui n'était pas une attitude éthique. Il faut que nous ayons un peu d'éthique en politique. C'est quelle attitude? Mais vous avez été élu sur une liste électorale. Oui. Vous allez aux élections, par exemple, sous la bannière de l'UP Le Renouveau, le Baobab. Les populations écoutent votre message et votent pour vous. Mais c'est un scrutin de liste, monsieur le journaliste. Oui. C'est un scrutin de liste. Donc ce n'est pas vous uniquement qui êtes sur la liste. C'est également le parti. Oui. C'est le programme du parti qui est présenté aux populations. Et en votant pour leur liste, pour votre liste de Baobab, par exemple, le parti adhère au programme du Baobab et à ses candidats. Mais vous arrivez là-bas, quelques temps après, pour des dissensions internes, vous décidez de ne plus représenter ce parti et d'aller de l'autre côté. Mais vous avez trahi le mandat qu'on vous a donné. Ce n'est pas éthique. Et c'est ce que le Code refuse maintenant. Et c'est ce qu'on a toujours vu. À la fin des mandats, mais les gens commencent à faire des marchandages et tout, ou bien arriver là-bas, surtout pour ceux qui sont de l'opposition, il suffit que le parti au pouvoir leur propose des choses, eh bien, ils abandonnent leur parti, alors que le mandat qu'ils ont reçu des populations en allant au Parlement, le mandat était sous une certaine barrière, le mandat était sous un certain programme, mais ils vont là-bas pour faire le contraire totalement. Aujourd'hui, le Code dit non. Vous ne pouvez pas. La promesse que vous avez tenue, que vous avez faite aux populations, vous devez la tenir en parrainant les candidats de votre parti ou le candidat de votre parti. C'est cela. Et je crois que cela permet, encore une fois, non seulement de régler ce problème d'éthique politique, mais également de conforter les partis politiques, parce que désormais, l'ascendance du groupe sur l'individu se manifeste. Avant, l'individu faisait chanter le groupe, faisait chanter le parti politique. Il pouvait menacer à tout moment de faire ci ou de faire ça. Mais alors que c'est le parti qui lui a permis d'avoir son siège, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un système où c'est le groupe qui s'impose à l'individu. Le groupe s'impose à l'individu, vous l'avez dit, et vous avez commencé déjà par parler de du militantisme à travers l'idéologie des partis politiques, même si ça ne se transparaît pas suffisamment à travers les partis politiques. Il va falloir vraiment qu'on travaille, que les idéologies des partis politiques soient connues clairement et pour que les gens puissent s'y retrouver. Ce n'est pas encore le cas vraiment. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous avez parfaitement raison. Avec le nombre de partis qu'on avait, quelle idéologie on pouvait défendre? Les grandes idéologies ne sont pas aussi nombreuses que ça. Elles ne sont pas aussi divergentes que ça. Globalement, on a des idéologies de droite, de gauche, de centre droit, de centre gauche, globalement. Mais nous, quand on a 26 candidats, quand on a 200 partis politiques, qu'est-ce que vous croyez que les partis défendent? Pas les idéologies. Ce sont les régions, ce sont les ethnies, ce sont des intérêts personnels. Et ça ne nous a pas permis depuis 1990 de construire des partis idéologiques qui ont une tendance claire que les populations connaissent en se disant le parti tant est de telle tendance et le parti tant est de telle tendance. Et comme moi, je me sens plus proche de cette tendance pour résoudre les problèmes, je vais plutôt aller vers cette tendance-là. On n'a pas eu ça. Ce n'est que maintenant qu'on peut l'avoir. L'environnement commence à être clarifié.
déjà, vous pouvez remarquer qu'actuellement, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 3 partis politiques. Oui. C'est déjà beaucoup plus facile à faire. C'est beaucoup plus facile à faire. Certes, ce n'est pas encore totalement clair, mais je crois que nous y allons progressivement avec cet assainissement-là. Les partis vont pouvoir mieux s'identifier, mieux exprimer leur programme et leur idéologie, mais également leur divergence avec les autres, leur différence avec les autres. Parce que si vous voulez qu'on vous choisisse, c'est parce que vous êtes différent, en disant, mais écoutez, choisissez-moi, je suis le meilleur, parce que ce qu'il veut faire, c'est pas ça qui est mieux pour vous, c'est ce que moi je veux faire qui est mieux. Donc, je crois que vous avez raison, en 34 ans, nous n'avons pas réussi à construire de véritables partis politiques. Depuis 2018, avec la réforme initiée par le président Patrice Talon, nous commençons par avoir une éclaircie et nous voulons renforcer cela par le nouveau code électoral de manière à ce que, d'ici à là, nous puissions avoir de véritables partis nationaux avec des idéologies claires qui nous proposent des programmes bien cohérents que nous supportons indépendamment des personnes. Parce que nous sommes des militants. Et militants, vous savez, le militant de la gauche est un militant de la gauche. Oui. Le militant de la droite est un militant de la droite. D'abord, avant de se battre pour dire qui va représenter la droite et qui va représenter la gauche. Chez nous, c'était l'envers. C'était, je suis membre du parti de. Je suis membre du parti de tel ou de tel. Simplement parce que, bon, parfois, c'est mon parent, c'est mon ethnie, c'est mon bailleur, ainsi de suite. Est-ce que vous croyez aux primaires? Est-ce qu'on pourra voir ce qui se pratique dans les grandes démocraties, les primaires avant les élections? Est-ce que ce code va pouvoir obliger les partis à procéder ainsi? Non, ce sont les statuts des partis même qui prévoient ce processus. Ce processus, oui. D'accord. Parce que c'est un processus interne aux partis qu'ils doivent prévoir. Mais j'espère, et puis je rêve que nous puissions y arriver, afin que la démocratie au sein des partis puisse également s'exercer. Et que, au sein des partis, le débat démocratique ait lieu au sein du parti politique. Débat démocratique. Le débat démocratique peut avoir lieu au sein du parti politique. Et puis, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des oppositions au sein même du parti politique. Mais une fois que le parti et la majorité du parti a décidé, vous ne pouvez plus. Et ça, on ne l'observe pas actuellement encore. Nous avons encore des difficultés pour nombre de nos élus à comprendre que on peut avoir des positions personnelles au sein des partis, mais on devra avoir des positions politiques en dehors du parti. C'est-à-dire que vous avez un débat au sein de votre parti, vous faites le débat avec les autres membres de votre parti, vous n'êtes pas du même avis qu'eux, mais leur avis triomphe. C'est ça. Vous sortez du parti, vous devez être le meilleur à défendre l'idée des autres que vous avez combattu au sein du parti. C'est cela, la discipline de parti. Et ça, nous devons l'apprendre. Mais pour que cela soit ainsi, il faut que le débat démocratique soit sain au sein du parti, afin que celui qui est battu sache qu'il a été démocratiquement battu pour avoir la force et l'esprit libre de défendre la position du parti, même si ça n'a pas été sa position au départ au sein du parti. Si vous nous suivez en ce moment, vous pouvez participer à ce débat en nous appelant au 96 76 68 68 si vous avez des questions à poser, si vous avez peut-être des contributions à faire, appelez-nous au 96 76 68 68. Je ne vous l'avais pas dit, c'est la particularité de ce plateau que nous vous offrons. Mais également, est-ce que la fusion ne s'impose pas au parti? Parce que le chef de l'État disait on aura de grands partis. Et son souhait, c'était d'avoir 3 grands partis au plus au Bénin. On n'y croyait pas, mais aujourd'hui, c'est comme si les taux se resserrent. Oui, vous savez, moi, je vois dans l'évolution démocratique de notre pays, je suis en train de voir 2 grands temps. Le premier temps a été de 1990 à 2016, où nous avons connu la période du multipartisme intégral. Pendant 30 années, on a expérimenté cela et nous avons vu ce que ça a donné. Ça a donné
aucun des anciens partis que nous avons connus en 90 n'existe encore aujourd'hui. Tout est fini, soit dissous, disparu, transformé, racheté, déchiqueté. Nous avons tout connu. Et à chaque élection, de nouvelles formations naissent. Donc, les premières 30 années d'expérimentation de ce multipartisme nous intégré. avons quelqu'un en ligne. Excusez-moi. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. On entend le monsieur faiblement, Gérard. C'est bon maintenant. Vous allez couper votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Je sens que votre télévision est allumée. Présentez-vous, s'il vous plaît. On m'appelle Roger Badiagou depuis Glazoué. Ah, monsieur Roger, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur le journaliste. Oui, vous suivez le débat? Je suivais le débat et c'est un débat très intéressant. Oui. Et surtout par rapport au code électoral. Là. Oui, allez-y. Le vote du code électoral, sans vous mentir, moi, je jubilais. C'est ça. J'étais content parce qu'il faut ça. Il faut ça. Même ça va faire mal aujourd'hui, mais demain, ça va nous aider. C'est ça. Vous voyez, depuis 2002, moi, j'étais dans des partis politiques. Depuis 2002. Et 2002 à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de partis politiques que j'ai changé déjà. Mais aujourd'hui, je suis dans l'Union, dans l'UP, le renouveau. D'accord. Vous voyez, non? Avant d'intégrer l'UP, le renouveau, j'étais dans RNC de M. Pascal René Poupati. D'accord. Et c'est de là on était parti pour l'UP, le renouveau. Parce que je me suis retrouvé dans mon parti là. Je suis rien, hein? Je suis à Glazoué, je suis un débrouillard, je fais tout, mais j'aime la politique. C'est ça. J'aime la politique et je remercie mon frère qui est sur le plateau. Oui, monsieur Hubert Amegbeji. Amagbeji. Oui. Hubert. Amegbeji. Amegbeji Hubert, oui. le DG. ANPE. DG ANPE, voilà. Oui. Je le remercie pour ce qu'il est en train d'expliquer sur le plateau. Et je remercie aussi Eden TV. Je vous suivais tous les jours que Dieu fait. Merci. Donc, demandez à nos amis d'en face, si je dis nos amis d'en face, c'est les partis de l'opposition, demandez-leur de se réunir. Comme M. Amegbeji l'a dit, il a dit, si le code pouvait les réunir, ça veut dire le code les a fait du bien. Ça veut dire à travers de ce code-là, on est en train de voir que les partis de l'opposition vont se mettre ensemble. Un jour. Voilà. Merci. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Et bonne journée à vous. Saluez-nous tout le monde du côté de Glazoué. Merci à M. Roger. Vous étiez en train de faire un développement, mais voilà. Okay. Ce qu'il apporte, il apporte de l'eau à votre moulin. Absolument. Je le salue, M. Roger, depuis Glazoué. Qui est notre militant par ailleurs. Merci. Ah, d'accord. Je le salue. Oui, bonjour. Ah, ouais. Bonjour. Pour participer à l'émission. Oui, vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Si vous avez votre poste télévisé allumé, merci de l'éteindre et de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. C'est monsieur. Coupez votre poste télévisé, s'il vous plaît, ça nous dérange. Allô? Oui, merci de vous présenter. Ah, d'accord. Ça ne va pas arrêter. Hein, donc. Oui, je disais donc qu'on a connu un premier temps, les 30 premières années, avec le multipartisme intégral. Nous étions nombreux à croire qu'avec le multipartisme, en laissant les libertés s'exprimer, chacun fait ce qu'il veut, créer son parti comme il veut, que ça va se resserrer. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'était ce qu'on croyait comme la démocratie. Et l'un de mes grands frères, qui y croit toujours, c'est son opinion, on ne peut pas l'empêcher. Le professeur Robert Dossou dit toujours qu'il faut laisser faire, que ça va se resserrer. Ça va se resserrer, oui. Mais après 30 ans. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, le plateau. Oui, merci de vous présenter. Vous avez affaire avec monsieur Fondo Alfred Bakatonde depuis Parakou. Oui, monsieur Alfred depuis Parakou. Oui.
D'accord. Allez-y pour votre préoccupation. Ok. Bon, nous suivons avec intérêt le débat. Oui. Oui. Ok. J'ai dit, nous suivons avec intérêt le débat sur le plateau. Oui. Mais ce qui nous concerne actuellement est que nous avons des questions à poser à certaines personnes. Oui. Par exemple, notre invité sur le plateau. Oui. Quelle est votre question? Je dis, qu'est-ce qui fait peur à la mouvance pour qu'ils ne puissent pas laisser la main aux formations politiques de pouvoir eux-mêmes se regrouper. Puisque, après plusieurs élections, après quelques élections, s'ils constatent qu'ils n'arrivent pas à faire sortir la tête, naturellement, eux-mêmes vont se regrouper. Mais ce qui se passe actuellement, c'est comme si on veut forcer la main aux gens pour se regrouper, parce qu'on sait qu'actuellement, nous avons 3 formations politiques à l'Assemblée nationale. Et naturellement, les 2 formations politiques de la mouvance vont s'associer. Ce qui fait que nous constatons que c'est pourquoi actuellement les mouvements sont acharnés pour pouvoir forcer la main aux autres. C'est votre impression? Ce qui n'est pas, oui. Chacun a ses impressions, comme celui qui est sur le plateau. Que nous respectons. Est-ce que vous voyez? Oui. Laissez la main naturellement à chacun de se retrouver à un moment donné, se regrouper après les échecs eux-mêmes. Là, ils ne pourront plus dire que c'est telle personne, telle formation politique qui les a forcé la main. Puisqu'avec cette cause, c'est ce que nous constatons actuellement. Ceux qui sont en train d'applaudir actuellement là, et si par exemple après la Cour constitutionnelle rejette ça, qu'est-ce qu'ils diront? Donc, que mettez la balle à terre et regardez la décision de la Cour constitutionnelle avant de commencer par applaudir. D'accord. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci pour l'intérêt que vous portez à Eden TV. Monsieur Alfred depuis Parakou, vous avez suivi Monsieur Alfred? Oui, je pense qu'on va fermer la ligne pour pouvoir conclure. Il ne nous reste que 5 minutes. Voilà. Je voudrais remercier M. Alfred de Parakou et je respecte son opinion. Il pense que la mouvance force la main pour réduire les partis politiques. Mais avant d'en arriver, vous étiez en train de développer. On va finir. La deuxième partie. D'accord. Mais je voudrais lui répondre quand même. D'accord, je voudrais le remercier, le féliciter pour son opinion que je respecte, même si je ne la partage pas. Non, M. Alfred, ça fait 30 ans qu'on dit ça. Et voilà les résultats. Non, disons-nous la vérité. On disait ça depuis 90. Qu'il faut laisser, quand les gens vont constater, mais chaque année, ça se crée. Il a fallu la loi en 2018 pour qu'on puisse arriver à 3. Donc, on s'est rendu compte que sans la loi, on ne peut pas, M. Alfred. Sans la loi, on ne peut pas. Voyez vous-même, depuis qu'on a commencé, depuis 30 ans, on n'a pas réussi. Ceux qui supportaient l'assertion qu'on n'a qu'à laisser les gens, s'ils échouent là, ils vont faire. Regardez vous-même actuellement. Malgré la situation, nous sommes 15 partis politiques dans le pays. Oui. C'est 15 partis politiques. Regardez vous-même, aux dernières législatives, ceux qui ont échoué, est-ce qu'ils sont allés se fondre dans les autres partis? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils veulent y aller quand même. C'est pour vous dire que si on n'aide pas un peu, on ne peut pas y arriver. Et dernière chose que je vous dirais, nous ne sommes pas les seuls au monde qui faisons ça. Vous avez nos amis de l'Est du Nigeria à côté. Vous avez nos amis de l'Ouest du Ghana à côté. Oui. Vous avez un peu plus loin l'Afrique du Sud à côté. Ce sont tous, je n'ai cité que des pays africains dans lesquels il y a un certain resserrement où ces 2 partis pratiquement qui gouvernent à tour de rôle et les populations dans ces pays sont déjà totalement habituées à cela. Soit c'est le PDP ou c'est le PPP et ils savent que c'est un peu plus clair. Cela ne veut pas dire que dans ces pays, il n'y a pas d'autres petits partis, mais ils y sont arrivés avec l'aide de la loi, avec l'aide de la réglementation. Donc, je crois qu'on n'est pas parti par la loi et la réglementation à la force dès le départ
Mais on y est arrivé après 30 ans d'échec. Reconnaissons qu'on a échoué. Parce que par ailleurs, M. Alfred, les partis politiques dans lesquels vous êtes n'ont jamais réussi à positionner quelqu'un comme président de la République. C'est un échec pour les partis politiques. Alors que la Constitution dit que c'est les partis qui animent la vie politique. Pourquoi c'est toujours des individus qui deviennent présidents? C'est un échec. Et je finirai en disant, vous dites que nous parlons, nous disons que c'est bien, il faut attendre la Cour. Mais vous dites que c'est mauvais, vous n'avez pas attendu la Cour aussi. Donc nous tous, on attend la Cour. Si la Cour dit c'est bon, on va acclamer. Si la Cour dit c'est mauvais, on va corriger. Il n'y a aucun problème. Nous sommes tous soumis à la Cour pendant que nous disons que c'est bon, parce que nous ne pouvons quand même pas dire que ce que nous-mêmes on a fait est mauvais. Vous dites c'est mauvais, nous on est d'accord, nous tous on va devant l'arbitre va trancher, et selon sa décision, nous tous nous allons nous plier à la décision. Mais je voudrais vous dire et vous remercier de contribuer au débat. Je comprends votre position, mais nous, si nous sommes arrivés là, c'est après avoir constaté que 30 ans de multipartisme intégral ne nous a pas permis d'avoir un président rodé, ayant fait ses classes dans les partis politiques. La loi actuelle nous permet, en 2026, que pour la première fois de notre renouveau démocratique depuis 1990, nous pourrons avoir un président qu'on dira il est issu de tel parti politique. Je ne vais pas vous laisser partir quand même sans vous demander comment se porte le secteur de l'emploi au Bénin. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et vous êtes sur ce plateau. J'aurais mal fait de ne pas vous poser cette question en 30 secondes. Hein. En 30 secondes, je vous dirais qu'il y a de belles perspectives et de meilleures opportunités aujourd'hui. D'accord. C'est vrai, la question du chômage est toujours une question difficile à régler, tant il y a de chômeurs dans le pays et le dysfonctionnement qu'il y a entre la formation et le marché de l'emploi accentue cette difficulté pour les gens à s'insérer. Mais avec les nouveaux programmes que nous avons, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui permet à l'État de prendre en charge les salaires de nombreux jeunes. L'année dernière, nous en avons fait 2207 qui ont trouvé de l'emploi par l'intermédiaire de l'État qui a payé les salaires pendant 1 an dans les entreprises. Nous avons la création de la zone industrielle de Glodjigbe dans laquelle nous avons positionné à la date d'aujourd'hui des milliers de jeunes qui ont commencé à travailler. Et cette opportunité, cet écosystème qui a été créé par l'État nous permet aujourd'hui de positionner des jeunes, de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et de nouvelles autres que nous avons. Nous avons un partenariat avec une entreprise américaine qui nous permet de formater les jeunes à trouver de l'emploi au Bénin tout en travaillant pour les entreprises américaines. Je crois que vous devez m'inviter pour un autre plateau promis. Pour que je puisse donner plus de détails aux jeunes sur les opportunités qu'il y a. Il y a de meilleures perspectives aujourd'hui. Je vous remercie. Vraiment, merci pour votre présence sur ce plateau. C'est votre première fois à Glodjigbe, si je ne me trompe. C'est ma première fois. Très bien. Merci d'être venu dans notre forteresse, si je peux le dire. Absolument. Je suis très heureux d'être venu et j'ai envie d'y revenir. Merci infiniment, M. Hubert Amegbedji. Merci à vous aussi d'être resté scotché à cette émission depuis 8 heures. Merci d'avoir suivi les rubriques. Merci à Agbaza Galbert qui nous a fait signe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont appelés également. De Glazoué, c'est M. Roger. De Paracou, c'est M. Alfred. D'autres ont cherché la ligne, n'ont pas pu, ou du moins ne se sont pas dépêchés pour avoir la ligne. Je pense à M. Rigobert Ameou. Je pense à tous ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir suivis. C'était Dr Boris à la réalisation. Au son, c'est les deux jeunes, c'est Gérard, c'est Emmanuel. À la diffusion, c'est Martin Toinser. Et puis, le community manager, c'est lui qui vous a permis de nous suivre sur les différentes plateformes. C'est bien Modeste Rondé-Pondi. Merci à toutes et à tous et bonne journée.